Non, mais déjà, je vous remercie d'être venu pour cette conférence de presse, pour la grève de demain. C'est une grève qui est prévue depuis assez longtemps quand même dans l'éducation nationale, contre les suppressions de postes, pour des moyens supplémentaires, pour défendre les conditions de travail et sur les conditions des salaires. En ce moment, il y a les dotations de rentrée qui arrivent pour les établissements. Ça, c'est le papier qui est là. C'est-à-dire que chaque établissement a le nombre d'heures, on va dire qu'il perd, parce qu'il y a très peu de PE qui gagnent, pour la rentrée prochaine. Donc, pour nous, cette grève, elle est faite dans une intersyndicale très large, ce qui nous convient. On est face là, vraiment, les collègues sont vraiment en colère face à la préparation de rentrée, que ce soit en collège ou en lycée, puisque partout les moyens baissent et on se prépare à vraiment une rentrée scolaire très compliquée. Alors dans les collèges avec les groupes de niveau, dans les lycées avec des effectifs chargés dans les classes et avec une profonde... Et le lycée professionnel qui connaît aussi une réforme qui est une rentrée qui va être particulière. C'est particulièrement difficile, et le tout avec une ministre qui affiche haut et fort son mépris pour les enseignants du public. Enfin, je vais rajouter tout de suite quelque chose par rapport au premier degré, c'est-à-dire les écoles, et dire qu'en fin de compte, dans les écoles, eh bien, les périodes de vache grasse sont finies, puisque on va avoir plus de 210 suppressions de postes au niveau de l'Académie de Lille, et 89 dans le département du Pas-de-Calais. Alors, on ne sait pas encore quelles seront les écoles qui seront touchées, mais ça va arriver dans le mois qui arrive. Mais il est clair que ça va être une première saignée. Alors bien évidemment, on va vous arguer du fait qu'il y a des effectifs qui baissent, certes, mais on aurait pu en profiter, pour une fois, pour mettre en place des dispositifs pour accompagner les élèves. Alors, on en parlait il y a quelques années des RASED, c'est-à-dire, c'est en fin de compte, c'est le dispositif plus de maîtres que de classes, qui consiste en fait à avoir un enseignant en plus dans une école qui va prendre les élèves en grande difficulté à un moment donné. Alors le rectorat va vous dire qu'il a répondu au problème parce qu'il a créé des groupes à faible effectif en RED+, uniquement, et pas dans toutes les classes, uniquement quand on apprend à lire, donc ou même jusqu'au CE1, CE2, mais après et avant, il n'y a pas d'effectifs réduits. Et les difficultés, elles, persistent pour les élèves. Et donc on aurait pu profiter en fin de compte de ce baisse d'effectifs pour continuer à avoir le même nombre d'enseignants, de professeurs des écoles dans le premier degré, pour prendre en charge sérieusement les élèves. Parce qu'en fait, on devrait avoir une baisse du nombre d'élèves, c'est ça? Oui, alors... Et ça entraîne des baisses bien sûr. en nombre d'heures pour les voilà. établissements. Alors il faut savoir aussi que le rectorat, mais quelles que soient les classes, calcule avec un effectif. C'est-à-dire que... Un effet de seuil, voilà. Mais concrètement, les effets de seuil, ils changent en fonction de ce qui les arrange. Par exemple, pour le département du Nord, alors pourquoi je ne parle pas du Pas-de-Calais, parce que ce n'est pas ce qui a été utilisé, mais dans les établissements difficiles RED+, les établissements du Nord, le seuil va passer de 23,99 à 24,99. Apparemment, ça ne fait pas grand-chose. Si. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, deux classes à 25, eh bien, avant, ça dépassait le seuil de 24, on avait une troisième classe. Là, il n'y aura pas de troisième classe. Donc ça va concrètement changer les conditions de travail. Et puis si on parle justement de ce que se passe au collège et la réforme du collège qui arrive, qui est catastrophique. Catastrophique parce que là, on voit actuellement les collègues réfléchir pour la préparation de la rentrée. On a un mépris quand même assez scandaleux de la part quand même du chef d'État, du Premier ministre actuel, et de notre ministre, voilà. Pourquoi un mépris? Parce qu'il se lève le matin, il pense à quelque chose, et puis il annonce. Concrètement, ce qui a été annoncé par exemple pour la chorale, c'est quand même assez aberrant. Je me lève le matin, je vais aux toilettes, je sors des toilettes, hop, je vous propose quelque chose et je change tout. C'est exactement ça quand même, hein. C'est assez scandaleux quand même. C'est scandaleux et le mépris des personnels. Je rappellerai que l'année dernière, les collègues de Techno-Collège ont appris que leur discipline disparaissait au mois de janvier. Là, ce coup-ci... De la sixième. De la sixième. En sixième, il n'y a plus de Techno-Collège. Et cette année, c'est définitif, il n'y a plus de Techno-Collège. Voilà, ils l'ont appris. Je vais rebondir sur le collège et sur l'effet de seuil. Je vais donner un exemple concret de l'effet de seuil au collège d'Audric. 137 élèves prévus à la rentrée en 5e, plus 3 élèves du LIS. 3 élèves du LIS qui peuvent être inclus dans certaines disciplines.
L'effet de seuil pour avoir une classe supplémentaire, c'est 141 élèves. Ben, il n'y a pas de classe supplémentaire à part à la créer sur moyens propres. Voilà. Tout en sachant que démographiquement, on sait que dans l'année, il y a 10 à 15 élèves qui risquent d'arriver. Et même d'ici la rentrée scolaire, il y en aura 10 ou 15 en plus, au moins. Voilà. Donc, une classe en moins, ou alors vous vous débrouillez sur moyens propres pour là-bas. Le mépris, le gouvernement dit que l'éducation c'est sa priorité. Quelle priorité quand en un an, on a essuyé 3 ministres différents. Puis alors, dernier en date, c'est gratiné, puisque l'éducation étant une priorité, hors toutes les casseroles qui peuvent traîner, on se permet d'avoir une ministre qui va cumuler ministère de l'Éducation nationale, ministère de la Jeunesse et des Sports et des Jeux Olympiques en pleine année JO. Donc autant dire que jusqu'à mois de septembre, à mon avis, la priorité, ça ne va pas être l'éducation pour elle. Hein. Loin de là. Et juste pour rappeler les chiffres quand même, l'Académie de Lille, depuis 2018, c'est 1204 postes qui ont été supprimés. Dans les collèges et dans les collèges et lycées. 1204 postes depuis 2018. C'est énorme. Et surtout que ce n'est pas l'académie la plus favorisée socialement. Et ensuite, à noter aussi, on a perdu ces postes alors que les effectifs n'ont pas baissé. Il faut quand même le comprendre. Hein. Ça veut donc dire que les effectifs par classe ont augmenté tout simplement. Qu'est-ce qu'ils sont devenus les enseignants qui occupaient ces postes? Eh bien, on peut vous donner un exemple très concret. On manque partout en France de profs de maths, mais pas dans l'Académie de Lille, puisqu'on a 110 collègues qui sont TZR. Je peux vous donner un exemple très très concret. Titulaire sur zone de remplacement. Je peux vous donner un exemple très concret. J'ai 3 collègues de mathématiques au lycée Branly à Boulogne-sur-Mer qui ont perdu leur poste avec la réforme Blanquer il y a 4 ans, et ils sont toujours TZR, c'est-à-dire remplaçants. Depuis 4 ans, tout à fait. Donc c'est des gens qui avaient un poste fixe, exactement, qui ont été précarisés pour le exactement, tout à fait. Tout à fait. Et il n'y a pas de solution à court terme pour leur trouver en fin de compte des postes. Alors bien évidemment, ça va finir par s'arranger. Pourquoi? Parce que les collègues vieillissants, il y a des collègues qui vont finir par partir à la retraite. Mais voilà, c'est pour donner quand même concrètement ce que ça peut donner en termes pour les collègues. Dans ces conditions, c'est incompréhensible qu'il n'y ait des classes sans prof, en fait. Ça dépend des disciplines. En mathématiques, actuellement, nous n'avons pas de classe. Mais il faut comprendre aussi le processus, sans prof. Mais il faut aussi comprendre le processus. On a énormément de professeurs, on a plus de 100 profs qui sont en attente de trouver un remplacement, mais en maths, uniquement en maths, hein, attention, hein, et ce n'est pas le cas dans les autres disciplines, mais en mathématiques, mais en même temps, on attend que les collègues soient absents plus de 15 jours pour qu'ils fassent un remplacement. Voilà, pour vous donner encore un exemple très concret, l'année dernière, dans le lycée d'à côté, on avait un collègue qui était absent, on savait, alors, en plus, au niveau de la sécurité sociale, on donne par 15 jours maintenant. Hein. Donc les 15 premiers jours, il n'a pas été remplacé, alors qu'il y avait 4 collègues remplaçants qui auraient pu le remplacer. Ça, c'est l'aberration, parce qu'on a décidé parce que comme on n'a pas de moyens, on n'a pas d'enseignants, on a donc décidé qu'on attendait 15 jours avant de remplacer, et on demande de faire du remplacement à l'interne. Je vais rebondir sur les profs de maths, et sur les groupes de niveau qui vont être créés en 6e, 5e. Tout à fait. Français, mathématiques. Mais pour créer ces groupes de niveau, ces groupes de besoins, enfin, c'est même pas des groupes de besoins, c'est des groupes un peu n'importe comment, on ne crée pas de poste en plus. On divise la classe. Ah, oui, mais on divise la classe, mais sans créer de poste en plus. C'est-à-dire que normalement, si on veut travailler en petits effectifs, avec 2 classes, on fait 3 groupes et on met un enseignant supplémentaire. C'est pas le cas. Et là, la dernière nouveauté de la ministre hier matin, en pleine conférence visio avec les chefs d'établissement, c'est que le groupe a besoin, le plus faible, qui devait être à 15 élèves, subitement, ce sera 18 élèves. Mais éventuellement, on peut sur certains cas, on peut le réduire à 12. C'est censé se passer comment? Le prof partage son temps? Alors non. Ça veut dire qu'on va aligner 3 classes au niveau des emplois du temps. Et puis comme on n'a pas de moyens supplémentaires, sauf à les dégager sur moyens propres de l'établissement, c'est-à-dire à rogner sur d'autres choses, eh bien, il y aura un prof qui se retrouvera avec les élèves les plus en difficulté. Oui. Le groupe, initialement, qui devait être à 15, pourra être à 18, encore le fameux seuil. Et les 2 autres groupes, ils seront avec le nombre tant d'élèves, le groupe des moyens, j'aime pas ces termes-là, et le groupe des forts. C'est 3 niveaux qui sont prévus? 3 niveaux, tout à fait. Faible, moyen et fort. Voilà, mais faible, moyen et fort. Chacun est organisé, en sachant que les moyens et les forts, quoi qu'il arrive, seront en classe entière, voire même plus que la classe. Voilà. Parce qu'il faut compléter, et le 3e groupe, normalement, était maximum 15. Et là, c'est hier matin à 18. Politiquement, le gouvernement, il ne fait que recycler des vieilles recettes, des uniformes,
des groupes de niveau, on va augmenter le redoublement. Ce sont des mesures très démagogiques parce qu'elles peuvent parler à l'oreille de certains parents. Et encore, ça dépend lesquels. Hein. Mais dans la réalité concrète, c'est une désorganisation de plus des établissements. Et ça, c'est dramatique. Moi, je suis en lycée. On a connu la réforme des spécialités, hein, la grande réforme Blanquer. Là, on se retrouve avec des enseignants qui n'ont pas les classes. On a des conseils de classe, par exemple, qui sont censés suivre l'évolution, le devenir de l'élève sur 2-3 ans, etc. Et on a des profs qui ne peuvent plus assister au conseil de classe parce qu'ils sont répartis sur plein de classes différentes. C'est des regroupements. Oui. Voilà. Et là, en 6e, la catastrophe que ça va être. C'est-à-dire qu'il y a des profs de français et de maths, les matières les plus importantes, qui auront des regroupements d'élèves de plusieurs classes, qui ne pourront pas assister à tous les conseils de classe, qui ne pourront pas dire comment ça se passe le français, les maths avec leurs élèves, et puis des élèves qui vont être perdus. En 6e, bon, c'est quand même des petits bouts de chou tout ça, en 6e, ils arrivent, ils vont être parfois en classe entière, dans une salle, alors déjà qu'ils changeaient de salle alors à l'école, mais en plus ils ne seront pas dans les mêmes groupes tout le temps. Et puis il faut voir ce que c'est le groupe classe. Alors un groupe classe c'est quelque chose de dynamique. Venant à la classe, moi j'aurais été dans la classe des nuls. Mais alors, il y a justement il y a un problème. C'est l'étiquette. L'étiquette, d'entrée de jeu. Mais il y a un problème aussi de fond, c'est que, alors, ils se sont dit classe de niveau, mais uniquement en maths et en français. Pourquoi? Parce que si vous avez été assez âgé, comme moi par exemple, dans les années 90, il y avait ce qu'on appelait les classes de niveau au collège. Et donc, les lettres. Voilà. Si on était en A ou en B, c'était bien. Si on arrivait en E ou en F, c'était mauvais signe. Voilà, ou la 6e simple, ou la 5e. Voilà, c'est pareil. Voilà, c'est pareil, c'est le même principe. Et donc, en fin de compte, il y avait des classes, entre guillemets, où, allez, on mettait les bons, les moyennes, et puis il y avait ce qu'on appelait vulgairement des classes difficiles. Pour certains, c'était des classes où tous les cas. Le problème, quand on parle de tous les cas, on peut bien sûr parler de problèmes comportementaux, bien évidemment, mais pas seulement. Il y avait aussi des élèves faibles qui avaient davantage de temps, et comme on n'avait pas les moyens et qu'on n'avait pas, surtout, il fallait surtout pas qu'on les voie, on les mettait dans une classe, on essayait de les invisibiliser au sein du collège. Et ces élèves-là étaient assignés, quoi qu'il arrive, par la suite, à une orientation. L'orientation, c'était quoi? Au mieux bac pro, parfois des classes de relégation, par la suite, et justement, c'est ça. On va retrouver cette logique de tri social, de relégation, c'est-à-dire qu'un gamin qui sera en 6e dans la classe entre guillemets, le niveau faible, on essaie de nous faire croire qu'il va pouvoir passer dans les moyens et dans les forts. C'est pas possible, on le sait. On le sait, il sera dans cette classe-là, il sera relégué dans cette classe-là. Il aura une mauvaise image de lui parce qu'il se dira je suis dans la classe des nuls, des faibles, tout ce qu'on veut. Oui, c'est sûr. C'est catastrophique, hein. C'est remettre du tri social, c'est stigmatiser les élèves, c'est faire, comme disait Arnaud, un discours, une petite musique bien réactionnaire qui peut plaire à un certain électorat, mais c'est aussi un beau discours d'illusion. Il n'y a pas de moyens qui sont mis pour ces groupes. On a parlé tout à l'heure de la suppression de la classe de 6e. Comme une 6e, elle passe de 26 heures à 25 heures. La techno, oui. La techno, l'heure de techno qui initialement était remplacée. L'heure de techno a été supprimée l'an dernier. Ouais. Maintenant, c'était remplacé par de l'accompagnement, qui vient d'être supprimé. Donc, la classe de 6e, elle passe à 25 heures. Au lieu de 26 heures hebdomadaires. Au lieu de cette heure-là, elle va permettre, plus ou moins, pour ces financements de groupe. Mais ces financements de groupe, mais vraiment un minima. Et comme on disait tout à l'heure, ça va rogner sur ceux qui avaient la chance d'avoir un petit peu de classe à effectif allégé au collège, alors ça existait parfois en sciences, parfois en techno. Tout ça, ça va disparaître. Aussi. Dans les REP+, tout ça, ça va disparaître. C'est-à-dire que les moyens, ce qu'on appelle la marge, les moyens qui n'étaient pas fléchés forcément sur une discipline, ça va encore réduire. C'est-à-dire que les gamins, ils vont toujours être soit dans la classe entière, soit dans le groupe de niveau. Ça va vraiment... On va rajouter un niveau. À ce niveau-là, on avait ce qu'on appelle l'inclusion maintenant des élèves de SECPA. Les élèves de SECPA, dans la plupart des collèges, sont intégrés régulièrement au sein des classes. Donc quand on n'avait pas de classe, entre guillemets, de niveau, bien évidemment, ils étaient intégrés dans un certain nombre de classes. Là, un élève de SECPA sera mis où nécessairement? Dans le groupe des faibles, quoi qu'il arrive. Donc, en gros, ça veut donc dire qu'ils vont être, des fois qu'ils n'auraient pas compris, vraiment assignés aux très mauvais.
C'est ça quand même qui est derrière. Et il se peut que le niveau soit très bas de toute façon dans la classe. Que si tout le monde est un peu faible, très faible, Non, on non, fait non. trois classes, Ah non, on fait trois groupes de niveau. Ah non. Le rectorat a les chiffres. Avec les... Il faut voir les méthodes de Non, calcul. mais avec les évaluations nationales, Ah oui. il a défini en fonction des notes les faibles, les moyens et les forts. En fait, ils vont pas se baser sur les résultats, par exemple, à des évaluations de CM2 pour évaluer à l'entrée en 6e comment ça se fait. Ils vont s'appuyer sur les résultats des évaluations qui ont été faites en mathématiques et français en 6e les 3 dernières années. Pour dire tel établissement, les résultats étaient X ou Y sur les 3 dernières années, et donc nous estimons que vous avez autant d'élèves qui vont être dans le groupe des faibles, et que donc, voilà. C'est logique. Et comment Et que ce sera comment ça. vous êtes censé évaluer alors qui est-ce qui sera dans le groupe des faibles si vous ne Bah, basez pas sur ce qui s'est passé en CM2? Ah mais ça va se faire. Ça va après. se faire parce qu'il y a des liaisons, mais en fait, les chiffres donnés pour estimer les besoins des établissements se font en fonction des 3 dernières années. Moi, je trouve que c'est vraiment l'école de la reproduction sociale. Moi, je suis dans un lycée à Grande-Synthe, donc du coup de milieu populaire, avec des milieux sociaux défavorisés, voire très défavorisés. Et moi, j'aimerais dire qu'il y a un mensonge sur, vous savez, il y a une baisse des effectifs, donc on diminue les moyens. Parce que quand on regarde la réalité, l'année dernière, on avait été au rectorat, on avait rencontré le rectorat à cause des suppressions de postes. Il nous avait très clairement expliqué que oui, on a une baisse de dotation parce qu'il y a moins d'élèves, mais même quand on fait la répartition des dotations en tenant compte des baisses d'effectifs, il faut encore supprimer des postes. Ah oui, donc c'est pas proportionnel. Eh ben non, c'est pas proportionnel. Les coefficients donc, ils suppriment chaque année. plus de moyens que ce qu'il faudrait par rapport à la baisse d'élèves. Et là, nous, on va se retrouver l'année prochaine avec des classes de première à 33,5. Dans mon lycée, je n'ai jamais vu ça. Ça fait 23 ans que je suis dans le lycée. J'ai jamais vu des effectifs à 33,5 comme ça en moyenne dans les classes de première pour préparer un bac de français que tout le monde sait qu'il est plus compliqué, par exemple, plus difficile, sans aucun dédoublement, parce qu'on a perdu les dédoublements. Et en fait, c'est pire parce que quand on fait les tests de début de seconde, les fameux tests de positionnement en début de seconde, nous on s'est rendu compte qu'il y a des élèves qui ont un niveau vraiment très faible. Il faut pousser les élèves à aller en lycée général, et leur niveau est très faible. Et ça, c'est des statistiques que le rectorat est là. Nous, on a dans un certain nombre de compétences, on a 2 fois plus d'élèves à besoin. Vous appelez ça à besoin, en fait en grande difficulté. Nous, on a une classe là où il y a 1/3 des élèves qui n'ont validé aucun item. Donc c'est vraiment des besoins. 1/3 des élèves d'une classe qui n'ont validé aucun item. Ça veut dire qu'il y a des besoins énormes. Et en fait, ces besoins sont niés. C'est la génération Covid, c'est la génération qui a eu les confinements, on les a 3-4 ans après. Donc ils ont des besoins énormes, ces besoins sont identifiés, mais bon, voilà, on a une logique comptable, il faut supprimer des postes, tant pis pour l'éducation nationale. Et c'est pas les groupes de niveau qui vont changer Non, ça. non. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voudrait, c'est des groupes tout court, pas des groupes de niveau. Il faut que les collègues ils puissent, du collège au lycée, avoir des heures avec des petits effectifs dans toutes les disciplines pour s'occuper des élèves au mieux, que ce soit en langue, en maths, en français, en histoire géo, en sciences. Il y a ces besoins-là. Et justement, s'il y avait... Enfin, ils pourraient dire, bon, s'il y a une petite baisse démographique, et ben on en profite pour laisser les classes à base effective, pour vous donner des moyens supplémentaires pour avoir des cours parfois avec des groupes de 15. Ça n'existe plus. Je pense qu'il n'y a plus personne qui a des cours avec des groupes de 15, peut-être en TP, de SVT, de physique, parfois. Si la classe n'est pas... Si la classe en lycée en spécialité. Mais voilà, on en est là quand même. On en est à tout renier. Et donc, les grands sacrifiés, c'est les élèves faibles, ça c'est sûr, mais y compris l'élève qui était moyen au collège, qui s'en sortait un petit peu, qui arrive au lycée, c'est plus difficile, qui aurait besoin qu'on l'épaule, qu'on l'aide, qu'on l'encadre, qu'on le fasse. Et ça, c'est terminé, ils sont sacrifiés, c'est vraiment du tri social. Ce sera l'école pour les très bons élèves des très bons milieux. Parlons de tri social, on va parler aussi de la réforme des lycées professionnels. Bien sûr. Où là, de toute façon, au lycée professionnel, la grande majorité des élèves déjà viennent des catégories socio-professionnelles des parents les plus en difficulté. Et où là, on est en train de faire une case du lycée professionnel,
où il y a des collègues de lycée professionnel qui se retrouvent à avoir dans une même classe des élèves sous statut scolaire, des élèves sous statut apprenti. Ça va, ça vient dans la classe, bonjour la progression. Et les apprentis qui doivent passer les mêmes épreuves à la fin. Hein. Mais concrètement, on a quand même un énorme souci avec l'apprentissage. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que l'apprentissage se développait pratiquement uniquement que dans les entreprises privées. Quand je dis entreprises, les formations continues, les formations par apprentissage privées, qui, en fin de compte, maintenant sont décidées au niveau national des tarifs et qui récupèrent, en fin de compte, énormément d'argent qui ne va pas à l'éducation nationale. C'est ça la réalité. L'éducation nationale sous le statut scolaire est vraiment attaquée par ce mode de fonctionnement. Alors tu l'as dit par rapport aux conditions de travail, où maintenant on mélange, quand c'est possible dans le public, on mélange des élèves sous statut scolaire, c'est-à-dire qui ne vont pas, voilà, qui vont pas Qui font des stages régulièrement avec des apprentis qui ont un rythme 15 jours, ou 3 semaines, ou 1 mois, suivant en plus le type d'apprentissage. Et ce qu'on dit aux collègues, mais il faut simplement être souple, agile, vous savez, le truc qu'on utilise à longueur de temps quand on veut faire dire n'importe quoi à n'importe qui, on dit qu'il faut être agile. C'est-à-dire que, voilà, on prend les élèves quand ils arrivent, etc., on se débrouille, et puis de toute façon l'objectif c'est qu'à la fin ils aient quelque chose. Ils vont avoir le même examen à la fin, oui, sauf que quand on est en apprentissage, il y a une partie aussi qui joue par rapport à l'entreprise, qui évalue. Donc voilà, il y a quand même la pression aussi de l'entreprise derrière, mais comme nous on le dit à la FSU, en entreprise on ne forme pas. La seule chose que l'on fait c'est s'exercer et produire. C'est ça qu'utilisent en fin de compte les entreprises dans l'apprentissage. Ça permet aussi d'adapter le jeune à l'outil de production de l'entreprise. Quand il aura son bac pro ou son CAP ou son BTS en apprentissage, il sera surtout formé d'abord pour l'entreprise. Formé ou formaté. Ou formaté, comme on veut, bien sûr. Et la question c'est, que va-t-il se passer dans 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans, quand il va perdre son poste et qu'il va avoir en fin de compte un diplôme d'entreprise. Alors on aura beau lui dire qu'il aura un diplôme national, ça sera d'abord un diplôme d'entreprise et il sera vu comme tel. Et donc il y a quand même toutes ces questions-là qui sont derrière, qu'on ne pose pas, et on propose à qui l'apprentissage, à qui on propose... Alors ce qui se développe beaucoup actuellement, c'est les CAP. Vous savez pourquoi se développent à nouveau les CAP? Parce que les entreprises ont besoin de main-d'œuvre rapide. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait du CAP en apprentissage, on développe, ça fait de la main-d'œuvre rapide, et ils sont très vite utilisables. La formation générale, oui, il y en aura, bien sûr, mais bon, il ne faut quand même pas exagérer quand même, c'est pas l'objectif. C'est d'abord qu'ils soient des salariés. Je suis désolée, l'objectif de la formation générale, c'est d'apprendre aux jeunes à devenir un citoyen aussi, et à penser par lui-même. C'est-à-dire que ce soit en lettres, en histoire géo, et certainement aussi dans les sciences, mais je laisserai le collègue de sciences par après, c'est aussi apprendre aux jeunes à avoir une réflexion, à penser par lui-même. À lire des textes et à les comprendre, y compris des textes compliqués. Si on décrète que les jeunes, à partir de 15-16 ans, ils ne sont pas encore assez formés, ben, cette formation générale, on va s'en passer parce que quelque part, ça serait dangereux qu'ils puissent réfléchir un petit peu. Ben, on va où? Et ce qui gêne encore plus, c'est que, effectivement, comme on l'a dit, ça va surtout aller vers les jeunes issus des milieux les plus populaires. Même si le mot populaire a un sens noble, mais au sens populaire, ou si je prends Calais, on regarde bien que forcément, Calais, ça ne va pas être la priorité, hein, ça va être bon pour faire des ouvriers et de la main-d'œuvre, parce que quand même, dans l'esprit des dirigeants là-haut, forcément, il ne doit pas y avoir de gens prêts à bien penser là-bas. Il y a quelque chose dans notre réforme de la voie pro qu'on n'entend pas assez, c'est que l'objectif est de changer les formations pour répondre aux besoins du patronat local. C'est catastrophique. Ça veut donc dire que quand on est d'un milieu plutôt défavorisé, c'est le cas quand même des élèves souvent de bac pro, eh bien on va être assigné à un travail selon l'endroit où on vit. C'est facile, moi je prends à chaque fois un exemple très concret avec Calais. Si on revient 30 ans en arrière, les filles on les mettrait tous à la dentelle. Ben, pas que les filles, on mettrait tout le monde à la dentelle, et voilà. quand la dentelle disparaît. Et ça veut dire aussi qu'on laisse les gens là où ils sont. Exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune émancipation, aucun ascenseur social qui va plus être possible, parce qu'on dira, bah non, toi tu es né à Calais, tu es né à Dunkerque, voilà, on t'a formé pour l'entreprise locale, ce qu'il y a comme industrie locale au moment où toi tu étais en apprentissage, et si tu avais des envies d'ailleurs, des envies de monter, des envies de je sais pas, de faire l'école de la magistrature et de faire des études de droit,
Désolé, mais Alors, comme tu on avait feras- besoin de main-d'œuvre locale, Tu feras du gardiennage et du barbelé. Tu feras ça. Oui, puisque maintenant, ce qui se développe beaucoup comme formation sur Calais, bien évidemment, c'est tout ce qui est les formations sécurité par rapport au port, etc. Et c'est ça la réalité actuelle. Donc il y a besoin de main-d'œuvre là, il y a besoin de main-d'œuvre. Alors aussi, la logistique. Là, si vous voulez ouvrir en logistique, il n'y a pas de problème, il y a de l'argent. Même si vous n'avez pas de place, c'est pas grave, on fera de la logistique, parce qu'il y a des besoins. Mais c'est ça la réalité. C'est ce qui nous a été répondu, nous, l'année dernière, dans mon établissement. On voulait ouvrir une formation qui suivait un bac pro. On nous a dit non, ça chez vous, non, c'est pas ça. Mais par contre, ce qu'ils ont besoin à Calais, c'est pas proche, Boulogne, c'est proche, c'est de la logistique. Donc si vous pourriez ouvrir une formation de logistique, on n'a pas la place, on n'a pas les outils, mais si on peut l'ouvrir, il n'y a pas de problème. C'est ça le problème de fond. C'est-à-dire qu'on veut répondre à un besoin particulier à un moment donné, alors que les entreprises sont incapables, à 3 ou 4 ans, de nous dire ce qu'elles ont besoin. On pourrait donner un autre exemple. Il y a 3 ans, c'était la fibre. On a formé des gens pour la fibre à des... Voilà, ça a été... c'était la folie. Hein. On formait. Et on sait que d'ici 2 ans, la fibre va être montée. Donc qu'est-ce qu'on va faire de ces gens? On va leur demander de se reformer autrement à autre chose. Mais c'est pas, on ne prend jamais l'éducation ou la formation comme quelque chose tout au long de la vie. Et c'est ça le problème. On répond qu'à un besoin particulier. Et ce qui se passe sur Dunkerque avec les gigafactories, etc., j'étais dans une instance la semaine dernière et le MEDEF qui est scandalisé que l'éducation nationale ne change pas plus ses formations pour répondre aux besoins des gigafactories. Certes, oui, mais on change déjà énormément de choses, il y a déjà des choses qui sont évoluées. Et quels sont les besoins des gigafactories? Ils sont incapables de nous le dire eux-mêmes déjà, pour commencer. C'est des annonces. Ils voudraient que, voilà, il y a le canal Seine-Nord qui on nous en parle depuis très longtemps. On n'a pratiquement eu aucune formation. Et en fait, on constate, parce que maintenant on a un peu de recul sur le canal Seine-Nord, que les gens qui travaillent sur le canal Seine-Nord sont tous des spécialistes qui ne sont pratiquement pas issus du tissu local. Et qui se déplacent avec les entreprises. Encore une fois, on nous a expliqué qu'on allait créer des emplois, et ça n'a pas été le cas. Là, sur ce qui se passe à Dunkerque et les gigafactories, il va y avoir certes un impact, mais ça va peut-être certainement être de la population qui va venir de loin. C'est ce qu'on nous avait fait avec Calais pour 2015. Ça avait créé des milliers d'emplois, il y en a eu. Exactement. Voilà. Et donc, à chaque fois, on nous dit mais c'est parce que vous n'adaptez pas dans l'éducation nationale. Là, il y a une réforme du lycée pro où les gamins vont être... Alors, quand ils ne voudront pas continuer, ils pourront faire 6 semaines de tâches supplémentaires en fin d'année. C'est génial, ça veut donc dire que le patron qui a déjà la vue sur un élève va pouvoir le payer 6 semaines, 100 € de la semaine. C'est-à-dire quand même, vous imaginez quand même, un mois et demi, 600 €, ça va, c'est pas trop cher. Payé par l'éducation nationale en plus. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le gamin va aller faire son stage pour se pré-formater au pré-recrutement. C'est vraiment ça. Ce qui est quand même assez scandaleux. Alors, il y a très longtemps, c'était le CPE jeune en 2004 ou 2006, justement, où les gens étaient sortis dans la rue parce que, justement, on ne voulait pas des emplois déclassés pour les jeunes. Là, ce qu'on fait avec le lycée pro, c'est ça. C'est un déclassement réellement des jeunes. On leur fait miroiter en plus quelques... Alors, il faut savoir que c'est l'éducation qui va payer parce que les patrons n'ont pas voulu payer. Les 100 € pour la terminale et les 50 € pour un élève de seconde. Par semaine, il ne faut quand même pas exagérer quand même. Donc c'est à l'éducation qu'on fait porter la charge, puis après vous avez tous les autres trucs réactionnaires dans l'éducation. Alors, oui, parce que moi je trouve, là, le gouvernement depuis plusieurs années, il veut que l'école, que les lycées, les collèges, règlent tous les problèmes de la société. Alors il faut régler les problèmes de recrutement des patrons, il faut régler les problèmes de séparatisme islamiste avec l'histoire des abayas, il faut faire de la laïcité, il faut faire de l'éducation à la sexualité, il faut faire de l'éducation sur le harcèlement, il faut régler les problèmes des réseaux sociaux. Enfin, c'est à l'école de régler tous les problèmes de la société parce que c'est facile. Hein, c'est facile, c'est très démagogique et tout ça sans aucun moyen. Et on se retrouve avec des collègues voilà, qui deviennent multitâches. Ils doivent organiser l'orientation des élèves tout en assurant les cours, etc. Et avec des collègues qui sont quand même au final de moins en moins bien traités, à qui on commande de plus en plus de faire ci, de faire ça, avec de moins en moins de liberté pédagogique.
on est quand même formé à pouvoir assurer nos propres tâches. Eh ben non, il faut qu'on exécute tout un tas d'injonctions qu'on nous donne, et tout ça avec des salaires aussi qui sont quand même de plus en plus limités. Par rapport à l'inflation, les salaires de toute la fonction publique, et là c'est vrai pour les enseignants, mais c'est vrai pour toute la fonction publique, ils sont gelés. Et ce cumul quand même de transformation de l'école, sans aucune réflexion, sans aucune formation réelle, et en tirant sur la charrette comme ils font actuellement, enfin, ça devient dramatique. Ça devient dramatique. On a des démissions, on a des collègues qui arrêtent. Le taux de démission a été multiplié par 4. Et on a la crise de recrutement. 2021. Et on va se retrouver dans la même situation. Mais ça évolue tellement vite. On va se retrouver dans la même situation que les hôpitaux publics. Voilà. Et on demandera à l'école publique d'avoir le même niveau de rendement que les écoles privées, mais sans les moyens dont disposent les écoles privées. Et ça, on va droit dans le mur. Et c'est pour ça qu'il y a la journée de demain, c'est pour ça qu'on pense qu'il faut alerter sur tout ça, alerter la population, les citoyens, sur ce qui se passe réellement. Et de faire comme les paysans y font actuellement. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Cette logique infernale, il faut qu'elle s'arrête. Parce qu'il y a encore plein de mesures qui ont été annoncées. Le doublement des élèves, s'il avait été arrêté, c'est parce qu'il était inefficace à certaines classes, il était parfois utilisé à certains moments, mais en fonction qu'on était d'une classe, entre guillemets, favorisée ou défavorisée, on ne doublait pas, selon les études, au même moment, parce que ça n'avait pas le même objectif derrière. Et pourquoi il avait été arrêté surtout? C'est parce que tout simplement, il n'y avait pas les moyens. Et donc, il fallait se débarrasser des élèves le plus vite possible. Là, on n'a pas créé les moyens, on va faire doubler des élèves et leur resservir le même plat dans les mêmes conditions. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Il y a la question des classes passerelles qui vont être créées dans les lycées l'année prochaine, alors 2 cette année. Il y a plein de choses qui sont annoncées comme ça. Il y a les uniformes qui vont coûter un pognon de dingue, les uniformes qui vont nous coûter un pognon de dingue, qui vont jusqu'à 2 milliards, et c'est vrai qu'on n'arrive même pas à recruter des personnels ou à avoir des moyens pour fonctionner dans nos établissements. Les collègues, on aura le bol, quoi. Sur ce terrain-là, il y a tout le recrutement qu'on demande de faire aussi à l'école pour le SNU, qui est un dispositif, enfin, il faudrait creuser, mais le SNU, c'est des dépenses pour l'armée, 2 milliards quand même, c'est des stages de 15 jours, voilà, c'est énorme. C'est des crédits dont on aurait besoin dans les écoles pour faire... Eh ben non, c'est donné, c'est mis à la disposition de l'armée, du ministère de oui, mais c'est officiellement, oui, c'est l'armée, mais aussi... Voilà, et on demande à l'école de faire ça aussi. Vous avez entendu hier le discours du Premier ministre. J'ai trouvé il a été quand même très brutal, très dur à l'égard de la jeunesse en fait. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce que après il y a le SNU, l'uniforme, c'est dans la continuité de tout ça. Cette brutalité envers la jeunesse. C'est la mise au pas. Ils veulent mettre au pas les fonctionnaires, comme tu disais, les injonctions. Ils veulent mettre au pas la jeunesse. Le SNU, c'est une manière de mettre au pas la jeunesse. Et le SNU, faut pas oublier que ça s'accompagne d'un budget de 413 milliards aux armées. Donc oui, ils dépensent plus dans les armées que dans la jeunesse, parce que ce qu'ils veulent, c'est une jeunesse qui sera prête à marcher au pas quand on lui dira de marcher au pas. Et ils veulent des fonctionnaires qui marchent au pas. Oui, il y a une brutalité, il y a de l'autoritarisme, parce qu'ils en ont besoin, parce qu'il y a une crise, il y a des crises financières, on voit aussi qu'il y a des tensions partout à l'international, et c'est pas pour rien que les budgets militaires ils sont en hausse, et qu'on parle tout le temps de réarmement. Enfin, je pense que c'est un truc, le réarmement, ça fait penser à la crise militaire, ça fait penser à la crise des années 30. Il y a un discours, tu as raison quand tu dis oui, il y a une brutalité dans le discours, mais oui, il y a une mise au pas. Ils sont en train de préparer les esprits à tout ça. Mais c'est en partie réactionnaire et ultralibéral. Il y a le traitement, voilà. En fait, on a eu un tournant depuis une dizaine d'années sur l'idée que un jeune, mais c'est pareil aussi dans la société, s'il ne réussit pas, c'est pas parce qu'on lui a pas apporté les moyens de réussir, mais parce qu'il n'a pas pris en compte ce qu'on lui proposait. C'est-à-dire que le jeune devient responsable de sa situation. C'est la même logique avec les chômeurs. Voilà, il y a une petite mesure qui a été annoncée sur les chômeurs, mais qui va avoir un effet désastreux pour ceux qui sont en fin de droit. Sur le RSA aussi. Sur le RSA. Donc, ceux en fin de droit, avant, avaient une indemnité qui leur permettait de continuer à cotiser pour la retraite. Là, ils vont passer directement au RSA. Transfert d'argent de l'État vers les départements. Et hop, on se débarrasse de ça et on fait des économies sur le dos, en fin de compte, des départements ou d'autres structures. Il y a un moment, et là, à chaque fois, on pointe quoi? La responsabilité de soi-disant ceux qui ne respecteraient pas les règles.
Ils ont annoncé aussi pour les jeunes alors c'est quoi des 12 ans ou 13 ans, les travaux d'intérêt. Oui, bien sûr. Alors on va les faire avec qui? Encadrés par qui? Par les fonctionnaires qu'on a supprimés? Non, mais franchement, il y a un moment, on peut mettre plein de choses en place, on peut faire des effets d'annonce, il y a l'accumulation d'un certain nombre de choses, et les collègues en auront ras-le-bol. Et pendant ce temps-là, vous avez une ministre qui met ses gamins à Stanislas. Alors, 2 piscines privées. 2 piscines privées, oui, mais alors, il faut quand même comprendre comment ça fonctionne l'enseignement privé. On calcule la région, il y a ce qu'on appelle un forfait externat, concrètement, qui calcule, la région donne pour les lycées publics une certaine somme chaque année. On fait un ratio par élève, et la région doit donner la même chose pour les enseignants, le fonctionnement de l'établissement et les agents. Donc c'est pour ça que déjà, un établissement privé est subventionné à 13% par l'État ou la région, l'État qui paye les salaires et la région qui subventionne le fonctionnement. Et avec ça, eh bien Stanislas, parce que quand même c'est quand même assez... qui ne respecte pas, en fin de compte, tout simplement, les principes de laïcité, qui devraient être obligatoires normalement, même un établissement sous contrat, demande à ses élèves de s'inscrire avec 6 000 € par an. J'irai plus loin que toi, c'est même pas uniquement les principes de laïcité qui sont pas respectés, c'est les principes des valeurs de la République. Exactement. Quand on voit tout ce qui est sorti récemment dans Mediapart, où c'est plus loin que ça encore. Ah mais on peut citer une personne, une ministre, nous, on revendique la mixité sociale, la mixité sexuelle aussi, avec les élèves, etc., pour qu'on apprenne à vivre en société. Et qu'on voit, alors, encore une fois, c'est un choix personnel, certes, mais ça représente aussi une ministre qui choisit de mettre ses garçons uniquement dans des classes unisexes. C'est intéressant aussi. Ça veut dire quoi la société? Quelle image elle envoie aussi à toutes les jeunes filles qui sont scolarisées actuellement. Exactement. C'est-à-dire, on va vous séparer des garçons, tant qu'à faire, dans 2 ans, ils vont nous sortir quoi? On va leur refaire faire de la couture. Voilà. Et encore une fois, ce sera une décision. Là, on parlait des DAG qui sont votés, il y a les CA en ce moment dans les établissements. C'est quand même la 2e année consécutive où, au niveau des CA, il y a des décisions qui doivent être actées en CA avant même que le BO soit paru. C'est-à-dire que l'année dernière, la suppression de la techno, il a été demandé qu'elle soit actée en CA avant même qu'il y ait les circulaires et décrets qui soient sortis. Et là, de nouveau, avec l'histoire des groupes de niveau, il faut savoir que dans l'Académie de Lille, les répartitions doivent être remontées par les chefs d'établissement pour le 9 février, le 12 février au plus tard. Les CA se tiennent là maintenant. Il n'y a aucun BO, il n'y a aucun texte officiel qui dit qu'il y aura des groupes de niveau. Et on va devoir l'entériner sans aucun texte officiel. Voilà. On peut toujours déposer des motions en CE, etc. Mais il y a bon nombre de chefs qui disent « vous inquiétez pas, de toute façon, ça va être voté, ça va être inscrit. » Oui, mais le temps de faire un tribunal administratif faudra 3 ans, et le tribunal administratif dans 3 ans en disant « voyez, le BO est paru après, c'est bon, ça annule tout. » De toute façon, c'est déjà dans les faits. Il y a le syndicat des chefs d'établissement qui a écrit dans Le Monde. C'est rare. C'est-à-dire que même eux, 2 années consécutives. Même eux, ils disent une de fois toute de façon, fois. on ne peut pas les faire ces groupes de niveau, c'est pas possible. Ce que vous nous demandez de faire, c'est impossible et il n'y a pas de texte. C'est-à-dire que même l'échelon de la hiérarchie locale dit non, ça ne fonctionne pas. Alors, mais personne n'est dupe, parce que là, il y a quand même un discours sur l'éducation, c'est notre priorité. Là, on vous le donnera après, ça c'est les chiffres des dotations en baisse, des suppressions de postes dans le second degré. Donc les collègues, ils ne sont pas dupes, les parents, ils ne sont pas dupes. Par exemple, vendredi, au collège de Guines et au collège République de Calais, les parents d'élèves ont décidé de faire ce qu'on appelle une opération collège mort, c'est-à-dire qu'ils n'envoient pas leurs enfants à l'école. Quand ça, pardon ? Vendredi toute la journée à Guines et à République. À Paul Machy, à Dunkerque. À Paul Machy, il y a d'autres. Voilà, c'est une réaction parce que eux non plus, les parents d'élèves, ils sont pas dupes. Ils voient bien ce qu'on propose à leurs enfants, ils voient bien ces baisses de moyens, ils voient bien que l'école, elle va pas tout à fait résoudre tous ces problèmes. Ils se rendent bien compte de tout ça. Et donc les enseignants sont bien conscients, les parents sont bien conscients. Ça marche pas la poudre de perlimpinpin qu'on nous balance dans les médias en disant ça marche, tout est fait pour l'école. Non, ça fonctionne pas, tout le monde le voit, C'est pour ça que nous on espère que demain ce sera vraiment une expression de la colère. De la colère du monde enseignant et que ça s'étende et que ça continue.
Parce qu'on parlait des recrutements, les jeunes ne veulent plus faire ce métier. Là, il y a 38% en moins de candidats au concours des éducations nationales. Depuis 2 ans. Par rapport à l'année dernière. Non, non, 2 ans, à 2 ans. 38% de moins. 38% de moins. Mais c'est énorme. Alors, ils ont déjà une idée hein, pour avoir plus. Ils vont diminuer l'accès au concours au niveau licence, et donc l'année prochaine, ils vont avoir en fait 3 années en une seule. Donc les chiffres vont augmenter. Mais encore une fois, c'est de la manipulation des chiffres. Voilà. Et sur la question des salaires, Arnaud a commencé à en parler, mais oui, enfin, c'est ça aussi qui bloque une partie des jeunes qui ne veulent pas faire ce métier. Il y a la question du salaire. Pour le même niveau d'études, vous pourriez avoir un meilleur salaire. Nous, la première revendication qu'on a, nous à la FSU, mais je trouve que la CGT c'est la même chose, c'est le retour à l'échelle mobile des salaires. C'est-à-dire qu'il faut indexer le point d'indice sur l'inflation, que ce soit déjà ça. Et nous aussi, ce qu'on demande, c'est un rattrapage et par une augmentation des points d'indice sur chaque échelon. Parce que de toute façon, les salaires, ils ne font pas face à l'inflation. Il y a un chiffre qu'on donne qui est, je trouve, assez clair. En 1990, quand un enseignant commençait, il gagnait 2,1 fois le SMIC. Maintenant, un certifié qui finit gagne 2,1 fois le SMIC. C'est ça la réalité. Combien, pardon ? 2,1 fois le SMIC dans les En années début de carrière en 90. Et là, maintenant, on est à 2,1 fois le SMIC, mais En fin de carrière, quelqu'un qui est proche de la retraite. Voilà, c'est ça la réalité. Alors, bien évidemment, il y a aussi des professions qui sont dévalorisées, etc. Et alors, ce qui explique, une des explications, c'est que c'est une profession excessivement féminisée. C'est les AESH. Actuellement, les AESH, Aussi. ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que le SMIC augmente, régulièrement, les AESH, elles se retrouvent moins payées que le SMIC horaire, ils sont obligés de rattraper, et ce qui fait que le premier échelon des AESH, Et sur le SMIC. maintenant, est payé au même niveau que celles qui sont arrivées au 3e échelon. On va bientôt, celles qui sont au 4e échelon vont être payées. Donc ce qui veut dire qu'il y en a qui ne voient pas l'évolution de leur salaire, c'est juste un rattrapage du SMIC, et que les échelons commencent à se confondre. L'écrasement des salaires. Tellement c'est- Ben, il y a l'exemple de l'écrasement des salaires, c'est qu'ils ont créé des primes pour les enseignants en début de carrière. Alors, ils commencent à moins de 2 000 € la première année, mais la deuxième année, ils sont à 2 000 €, un peu plus, 2050. Mais il va falloir, pour augmenter de 300 €, il va leur falloir 15 ans d'ancienneté. C'est-à-dire qu'il y a plus de... Alors, la prime va diminuer au fur et à mesure, et ils vont pratiquement pas augmenter en échelon, ce qui fait qu'il y a une stabilité pratiquement des salaires en 15 ans. C'est vrai que ça donne des perspectives avec des collègues à un niveau bac plus 5, qui peuvent trouver bien ailleurs, bien évidemment, des conditions de travail. Et je vais revenir aussi Et des salaires beaucoup plus importants. sur les AESH parce que Oui. c'est en plus du temps partiel imposé. Une AESH, un contrat temps, ce qu'on appelle un temps plein, plus ou moins, enfin temps plein, c'est pas un temps plein, c'est 24 heures. Mais 24 heures payées 24 heures, sans toutes les adaptations, etc., qu'elles peuvent avoir à faire hors présence élève. 24 heures. On leur en donne pas plus, c'est très rare qu'on leur en donne plus, et de toute façon, humainement, ce serait épuisant. On peut pas vivre. 24 heures. Donc, ce Plus qui est demandé, 80% notamment par la féminin. CGT Éduc, c'est que les 24 heures soient payées temps plein, que le 24 heures soit reconnu comme un temps plein, étant donné qu'à côté, il y a de la préparation, de la reprise, de l'adaptation de documents, etc. C'est toujours pas le cas. C'est toujours pas le cas. On est toujours avec le système entretient des social, personnes. Ouais. où en plus on change en fonction des besoins, des notifications qui arrivent en cours d'année, les emplois du temps, en veux-tu, en voilà, en cours d'année. Hein, puisque tel élève, tel élève est parti dans tel établissement, mais il y a un élève qui arrive dans l'établissement, il était notifié, on va pas recruter d'AESH en plus. Hein. Celles qui étaient déjà là vont devoir se répartir. Quand on parlait des effectifs par classe, quand on arrive à 27,4 élèves par classe en moyenne sur un collège non-REP, dans les 27,4 élèves, il y a quelquefois 4 ou 5 élèves à besoins particuliers, plus ou moins lourds, s'ils sont hors dispositif Ulysse, qui serait en inclusion, ou hors SECPA qui serait en inclusion, avec des besoins particuliers. Vous imaginez une classe à 27, à 28, avec en plus 1 ou 2 AESH, parce qu'il y a 4 ou 5 élèves à besoins particuliers. Déjà, je vais vous dire, un truc, ça passe pas, il n'y a pas assez de chaises et de tables pour mettre tout le monde. Et même si on trouve une table et 2 chaises, le premier rang est contre le mur, puisque les salles de classe n'ont pas été prévues pour de tels effectifs dans les... En lycée, par exemple, dans les classes, on est 34-35 élèves, et vous avez des élèves à besoins particuliers. Faire croire qu'on peut prendre en compte un besoin particulier d'un élève dans ces conditions, c'est pas possible. On va être très clair, c'est pas possible.
Donc voilà, il ne faut pas oublier tous les autres personnels de l'éducation nationale qui ont à chaque fois, alors on parle à chaque fois des enseignants parce que c'est la part la plus importante, mais il y a énormément de personnel qui travaillent au sein des, donc on a parlé des AESH qui sont en temps partiel imposé, profession C'est pareil. AED, voilà, mais AESH très féminisé, encore une fois, c'est à chaque fois de toute façon c'est féminisé, ne cherchez pas, c'est mal payé. C'est pratiquement à chaque fois la même chose. Et donc on a la même logique. Vous avez aussi les AED, donc les surveillants, vous avez aussi des CPE, qui sont là aussi, assistantes sociales, infirmières. Alors, ils ont trouvé que les infirmières, quand même, là, ça commençait à bien faire parce qu'on leur demandait de gérer la misère du monde. Quand je dis ça, c'est qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé quand même avec l'attentat de notre collègue à Arras et l'impact que ça a eu sur les élèves. Et les élèves qui ont demandé à être reçus concrètement au niveau des infirmeries, ça a explosé. Le mal-être des élèves est une réalité. Dans les lycées, un élève de première ou de terminale avec Parcoursup, il y a une pression, mais sans arrêt, surtout s'il est faible, parce qu'il n'est pas sûr de pouvoir avoir une formation dans le supérieur. Il y a toutes ces pressions-là, et c'est les infirmières qui ont récupéré souvent cette pression. Donc là, il a été annoncé hier une prime de 800 € cette année pour les infirmières, mais on ne répond pas au problème de fond. Ce n'est pas une prime qu'elles veulent. C'est être davantage payé, avoir des conditions de travail, parce qu'on revient à ce qu'on est là demain, c'est les conditions de travail qui sont plus acceptables. Il faut arrêter d'avoir une infirmière par lycée. Il en faut plusieurs, il faut des médecins scolaires, Voilà, il faut des assistants c'est sociaux. Enfin, c'est une catastrophe quand même. Ils ne s'occupent pas des gosses, ils en ont rien à faire des gosses. C'est-à-dire, il faudrait, oui, 2-3 infirmières. Nous, on était à un lycée, alors maintenant, en dessous de Et un médecin on était scolaire à par 1000. secteur, parce Ah que oui. là, il n'y a quasiment plus de médecins scolaires. Des psy-humaines, ceux qui s'occupent de l'orientation, parce que Arnaud, c'est ce qu'il disait, on demande aux profs de faire l'orientation, on n'est pas formés pour ça, il faut des psy-humaines pour faire l'orientation. À chaque fois, on nous demande des tâches pour retirer d'autres personnes. Ils ferment des CIO, puis ils vont nous demander au prof principal de faire l'orientation. C'est ça leur truc. Bon. Et ça, c'est un vrai problème. Oui, il faut recruter, il faut du personnel dans l'éducation nationale, comme il en faut dans les hôpitaux publics. C'est la même chose. On s'effondre, il faut Un dernier chiffre. Vous savez combien il y a de médecins pour tous les personnels dans l'Académie de Lille, tous les personnels de l'éducation nationale, c'est-à-dire près de 70 000. Combien il peut-il y avoir de médecins du travail, médecins conseils? 2. Alors, c'est pareil. C'est la réalité. C'est eux quand même qui donnent l'adaptation au poste de travail quand on a un collègue, etc. 2. Et on a de la chance parce qu'on en a recruté un il y a 2 mois, mais sinon avant on n'avait plus qu'un. Combien de visites médicales on a dans l'éducation nationale en tant que, j'allais dire, salarié de l'éducation? Une seule. Alors, Avant d'arriver. dans la profession, avant d'arriver. Et c'est tout. Il n'y a personne qui, tout au long de notre carrière, va nous faire rapport pour savoir si on est toujours apte à être face à des jeunes. Bon, du coup, vous avez plein de raisons pour faire grève demain. Oui. Et du coup, comment Aucune, hein. l'impression. Non mais en fait c'est la question. Ça donne vraiment C'est une l'impression- Mais, ça donne vraiment l'impression d'une école à bout de souffle, quoi. Voilà, d'un ras-le-bol. Et ça, effectivement, il va falloir qu'on réussisse à exprimer ça demain et dans les jours qui suivront et dans les semaines qui suivront et avec les autres secteurs, hein, parce que dans la santé c'est pareil. Et je pense que pour revenir à la question sur l'autoritarisme, c'est aussi pour ça qu'il y a des formes d'autoritarisme. On a des ministres qui nous imposent des réformes comme ça au débeauté. Parce qu'il faut de l'autorité pour ne pas que tous les problèmes explosent en fait. Hein, Il faut donner la la protestation explose. Il faut de l'autorité parce que les gens ils doivent se contenter de ce qu'ils ont. Et donc du minimum. Quoi. Ça va être quoi on va écouter les profs maintenant quand ils donnent une décision. Mais on rêve, il est déjà venu dans un établissement. Non mais franchement, on rêve totalement. Hein. Non, il devait venir en Ah oui, c'est vrai. novembre dans un lycée tester l'internat et il n'est jamais allé, monsieur Alain. Et du coup, comment, justement, la question c'est le modèle de la manif que vous voulez faire demain. Je pense que on sait que c'est pas un gouvernement, ou c'est pas des gouvernements qui écoutent forcément la clameur de la rue. C'est quoi les. Vous n'avez pas de tracteur, vous ne participez pas au PIB. Il faudrait mettre les salles de classe sur l'autoroute. On va Ce qu'il sortir faut les tables et les surtout- chaises, les tableaux et on va les mettre sur l'autoroute. Peut-être ça va marcher. Ce qu'il faudra, c'est que Il la faut peut-être faire grève une elle déclaration soit là-dessus, massive peut-être. et déterminée. Il faut que les grèves, elles soient, au pluriel, massives, déterminées. On a un Il faut exemple. que tous là dans les ducs, il faut qu'ils s'emparent du mouvement pour exprimer leur colère. C'est-à-dire que oui, il y a une journée, on sait qu'une journée ça suffit pas, on en est bien conscient. Mais à un moment, il faut bien un début. Ce qu'il faut, c'est que les collègues, sur les lieux de travail, ils discutent entre eux, ils se réunissent et qu'ils s'emparent
de ça. De dire, bah ouais, s'il faut continuer, bah on continue. Comme ce qu'ils ont fait au Québec, là où ils ont fait 3-4 semaines de grève, on a l'exemple. Mais ça, le gouvernement, ce qu'il entend, c'est le rapport de force. Pour l'instant, ils l'ont. On va pas se mentir. Pour l'instant, nous, on n'a pas ce rapport de force en notre faveur. Mais on a le nombre, on a la masse. Et si on a une masse suffisamment mobilisée, déterminée, qui décide de son mouvement, et bien ça changera les choses. Et c'est ça qu'il faut inspirer. Et c'est ça qu'il faut discuter sur son lieu de travail tout le temps. C'est-à-dire que, bon, si la grève n'est pas reconduite jeudi, et ben faut que vendredi, on discute avec les collègues, qu'on discute et à faire remonter à nos organisations syndicales, de dire bah là, il faut pousser, là, il faut continuer, il faut faire ça. C'est ça qu'il faudra. C'est ce que scrute le ministère comme le rectorat, c'est le taux de grévistes. Qui trafique. Qui trafique, parce que... Surtout dans le second degré, parce que c'est facile à trafiquer. Oui, en fait, dans le second degré, c'est assez facile. Il demande au chef d'établissement de regarder le nombre de profs absents à 9h le matin, et ils font le ratio par rapport au nombre total d'enseignants. Comme tout le monde ne travaille pas entre 8h et 9h le matin, donc bien évidemment, il est pratiquement divisé par 2. Alors ça date de Sarkozy, et le système n'a pas changé. Ça permet de minimiser fortement la mobilisation. Si la mobilisation est forte demain, vous pouvez enchaîner vendredi. Oui, mais encore une fois, il faut comprendre ce qui s'est passé au Canada pour comprendre les... Ils ont d'abord annoncé une journée de grève qui a été suivie à pratiquement 90%. Et quand on est à ce niveau-là, on ne se pose pas la question d'enchaîner ou non. Ça s'est fait automatiquement quelque part. Si demain on était... apparemment on n'est pas parti pour ça quand même pour l'instant, puisqu'on sait que le premier degré, ils ont annoncé aux alentours de 40 à 50% de grévistes. On verra dans les chiffres après annoncés par le ministère. Mais on n'est pas... Mais peut-être que dans le second degré on y sera, on n'en sait strictement rien, on verra bien, on verra la mobilisation. Ce que l'on sait, c'est qu'il y aura des collègues en grève demain, qui vont manifester pour un certain nombre, mais la question est de savoir si on a suffisamment pour continuer par la suite. Mais comme l'a dit Olivier, il faut bien commencer un jour. Est-ce qu'on peut imaginer justement qu'après, parce qu'on parlait des CPE en 2004, ou après les mouvements, les manifs, il y avait des choses, je ne sais pas si on se souvient de ça, mais avant il y avait un truc vachement bien qui était les assemblées générales, et qui permettait à tous les secteurs professionnels de pouvoir avoir une tribune et exprimer un mal-être et en même temps de s'organiser. Alors il y a eu ça pendant les CPE, ça a marché, il n'y a pas eu ça pendant les retraites, je ne sais pas si ça a fait que ça n'a pas marché, mais en tout cas il n'y a pas eu. Et c'est vachement agréable pour tout le monde de pouvoir entendre, là on parle des AESH, des AESM, des AED, ils ne sont pas là. Tandis qu'en ayant une assemblée générale, mettons, enfin je sais pas, c'est problématique, mais mettons le soir ou à 18h, ça permet aussi de mobiliser, quoi, de créer des... On est toujours d'accord pour essayer de mobiliser, mais on va regarder aussi ce qui se passe dans la réalité des choses également, ce qui a évolué. Alors, on peut le regretter, c'est un constat. Comme une journée comme demain, il y aura... Non, mais regarde le constat de l'évolution, c'est ce que je veux dire. L'évolution par rapport au fait aussi que, comme une journée comme demain, il y aura quelques établissements où les collègues vont se réunir avant de venir à la manif, mais ça ne sera pas la majorité. Alors qu'on va revenir 10 ans en arrière, c'était tous les établissements qui perdaient des potes avaient tendance d'abord à se réunir devant leur établissement et à venir à la manifestation ensuite. Ça a évolué. Oui, on a fait à Calais, à Boulogne, dans toutes les villes, en 2004, en 2010, on a fait des AG qui étaient très fournis. Il semblerait que ce système-là, on n'arrive pas, en dehors de militants, à faire venir les gens. Alors, il y a aussi les conditions de travail qui jouent quand même. Il ne faut pas oublier que moi j'ai des collègues qui m'ont clairement dit demain je serai en grève parce que j'en peux plus et ça va me faire une journée de pause. C'est ça la réalité. Ça veut donc dire que les conditions de travail se sont réellement dégradées et qu'à un moment on n'en peut plus. Et une façon d'exprimer ce ras-le-bol, c'est déjà d'abord d'être en grève. Après aussi, il faut voir aussi, face au fort de l'ordre, ce qui s'est passé aussi dans un certain endroit. On a des collègues qui ont clairement peur de venir manifester, ce qui est quand même inquiétant. Hein. Ce n'est pas la majorité, bien évidemment, mais on a une petite frange de collègues qui n'envisagent pas de manifester, ce qui est quand même terrifiant quand même. Ça veut dire que, il suffit simplement de regarder ce qui se passe actuellement, par exemple ce qui se passe actuellement avec la manif à Lille, où en fin de compte le parcours n'est toujours pas donné par la préfecture. On attend. Ici, il a fallu attendre, pourtant ça a été donné il y a 15 jours, il a fallu attendre hier pour avoir le retour.
l'autorisation. C'est quoi d'ailleurs? Vous manifestez ou c'est un rassemblement? C'est une manif. On commence par un rassemblement. Sous-préf, théâtre, sous-préf. Voilà. Mais à chaque fois, en fin de compte, il y a la volonté d'attendre le dernier moment pour essayer de proposer parfois un autre parcours, ne pas laisser la possibilité d'être visible. D'être Sur l'île, visible. c'est ça. Oui, sur l'île, c'est carrément ça. Oui, D'être visible. tout à fait. Comme Gilets jaunes à l'époque. Oui, exactement. Donc il y a quand même un problème de fond quand même. On a eu parfois, alors c'était pas ce préfet-là ou même le précédent, à Lille on a eu des manifestations en 2019 où les cortèges enseignants ont été volontairement attaqués avec des bombes lacrymaux. Je peux vous dire que quand vous venez une fois avec vos enfants, vous ne venez pas la deuxième fois. C'est ça la réalité aussi quand même. Hein. Et donc il y a quand même un problème par rapport au maintien de l'ordre. Quoi qu'on en dise, il y a un problème de maintien de l'ordre sur comment on travaille, comment on veut, le droit de manifester. Alors, les organisations syndicales et les associations sont allées au tribunal administratif parce qu'il y a 15 jours, une manifestation a été interdite à Lille en lien avec la Palestine. Et en fin de compte, le représentant du préfet a commencé par dire, vous vous rendez compte, il voudrait vouloir manifester n'importe où, n'importe quand, en ville. Et le tribunal administratif, le juge a rappelé, mais ça s'appelle la loi, monsieur. Donc, vous voyez quand même que... Face à ce mépris, de toute façon, effectivement, la seule chose qui compte, c'est le collectif. Voilà, exactement. La solidarité entre les collègues, entre les salariés en général, hein, quelle que soit leur profession. De toute façon, il n'y a que cette solidarité-là qui peut répondre vraiment au mépris auquel on fait face, hein, ça c'est sûr. Et à signaler quand même que là, on a un arc, on n'est peut-être pas tous présents ici, mais on a un arc pratiquement complet dans l'éducation nationale demain, en termes de mobilisation. L'art complet, c'est-à-dire C'est-à-dire que FSU, syndical, FSU, FO, CGT, bien sûr, Solidaire, Sud, UNSA, CFDT. Alors aussi au niveau de l'Académie 2, on a AID, Action et Démocratie. Voilà. Alors vous verrez, il y a des tracts différents parce que le premier choix avait été fait au mois de décembre avec un arc CGT, FO, FSU, Solidaire. L'UNSA et le SGEN, CFDT, n'avaient pas envisagé dans un premier temps. Et vu notre ministre et vu la situation qui se dégrade, eh bien, ils rejoignent le mouvement parce qu'il y a nécessité. Il y a nécessité. Donc, on espère que ça va être un mouvement et qu'on nous fait cambriller une première journée qui amènera d'autres choses derrière. Parce que la prochaine échéance, c'est le 19 mars, c'est ça? Oui, mais ça, c'est la fonction publique. C'est la fonction publique. Mais bon, ça fait loin. On va pas mélanger les... Si, la même chose. Bon, mais l'éducation... autre chose entre temps. Voilà. Mais oui, mais non, mais... Parce que la fonction publique, c'est pas seulement le... Bon, c'est pas grave, merci. La fonction publique, c'est l'éducation nationale, certes, mais c'est les hôpitaux, c'est les administrations, c'est la police aussi. On n'est pas d'accord du processus de maintien de l'ordre, mais la police, c'est un service public comme un autre, elle doit avoir les moyens de fonctionner, etc. Mais c'est au service, normalement, des citoyens. Ce qu'il faut savoir, c'est que le syndicat, je pense, des IEN, donc les inspecteurs du premier degré, a aussi appelé à la grève demain. Les inspecteurs, les chefs d'établissement. Le syndicat des chefs d'établissement qui dit ça va pas. Donc ça, c'est rare, je suppose, du coup. C'est rare. Comme par exemple l'interpellation des chefs d'établissement dans le monde, ça fait 20 ans qu'on n'a pas vu quelque chose de ce style. Pourtant, ils ont avalé des couleuvres, hein, franchement, pendant le Covid, les instructions que les organisations syndicales connaissaient avant eux. Non, que BFM diffusait avant. Ou diffusait parfois, voilà. BFM. C'était le premier canot, ensuite, non mais c'était affolant. Et ils ont avalé à chaque fois les couleuvres. Il faut quand même rappeler qu'au premier confinement, Blanquer avait annoncé à 10h le matin qu'il n'y aurait pas de confinement et à 16h on fermait tout. C'était génial. Mais la meilleure, c'était aussi Madame Endey qui avait annoncé que comme les enseignants n'avaient rien à faire, hein, puisque on était chez nous, on allait faire les pouvait fraises. aller récolter les fraises, puisque les agriculteurs étaient en manque. Non, mais on a eu le mépris, on l'a eu sans Là, parler. j'attends juste que la nouvelle ministre nous annonce que comme juillet et août, nous sommes en congé, nous allions aider les pauvres agriculteurs aux moissons. Voilà, ça va être ça. C'est ça, ouais. Les vendanges, c'est un peu trop tard. Ouais, Voilà, on fait une bonne sécheresse pour que ce soit ensemble.